this is Jimmy Page and you're listening to the station that made rock classic. Keep your radio tuned right here. Hi, this is Robert Plant and you're listening to Rock Classics with Mark Isaïe. Mesdames et messieurs, bonjour et très très bon dimanche matin. Je suis ravi de vous retrouver pour les classiques de votre week-end, comme chaque dimanche. Alors aujourd'hui, c'est un dimanche matin un peu particulier. D'abord, il fait un temps, je vous le rappelle tout de même, à ne pas mettre un amateur de classique rock dehors, donc profitez-en bien pour rester avec nous. Et puis aujourd'hui, nous allons vous proposer une émission spéciale. D'abord, nous ne sommes pas en studio, mais nous sommes bien dans un studio, mais pas le nôtre. Nous sommes en direct jusqu'à midi. Nous serons là en direct du studio Synsound à Bruxelles, qui est un studio d'enregistrement. C'est que la Belgique est une patrie du son, on en reparlera avec le propriétaire du studio qu'on ne présente plus, c'est Dan Laxman, qui vient de sortir un nouvel album. Laxman, évidemment, Dan de son prénom, qui est une figure marquante tout de même de la musique belge. Plus d'1 million d'albums vendus avec son groupe Telex, avec Michel Mours et Marc Moulin, producteur, arrangeur, musicien, et puis surtout passionné par deux choses, les Beatles, dont on parlera pas trop aujourd'hui, on va essayer, c'est promis, et puis aussi passionné par les synthétiseurs. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer une émission spéciale qui va vous raconter toute l'histoire des synthétiseurs, et Dieu sait si le synthétiseur est quelque chose qui a influencé toute la musique, y compris le rock'n'roll, bien entendu. Et quand on fouille un peu, eh bien, les premiers enregistrements ne datent pas, comme on pourrait le croire, des années 50 ou 60, mais ça remonte bien avant cela. Et si on veut être précis, ça pourrait même remonter jusqu'en 1896. Mais je vous promets, on n'ira pas jusque-là tout à l'heure avec Dan, puisqu'ici, eh bien, nous sommes dans un temple dédié aux synthés légendaires que sont les ARP Odyssey, les Mini Moog, eh bien, tout ça est là. On en parlera tout à l'heure. Et nous aurons également des démonstrations de son que Dan nous fera en direct. Voilà, avec Christian Lardinois, Carmilla Doro, il y a Bruno Nicolai qui est avec nous, et puis Dan, tous les gens qui travaillent avec lui dans son studio, nos amis de l'infotrafic. Nous serons là jusqu'à midi. C'est une spéciale consacrée aux synthétiseurs. Et à partir de 10h, eh bien, nous ne parlerons plus que de cela avec Dan Laxman en direct du studio Synsound. Bonjour Dan Laxman. Bonjour Marc. Dan, je suis ravi d'être dans votre studio, où on se sent bien ce matin en direct depuis 9h, un vrai studio d'enregistrement. Alors Dan, quand même il y a des gens prestigieux qui sont passés par ici. Moi je me souviens avoir croisé Mark Knopfler qui est venu vous faire un petit coucou, puis vous avez mixé des choses avec Bowie, puis beaucoup de Français sont venus enregistrer ici. En deux mots, la Belgique, c'est quand même, il y a eu d'autres très grands qui existent toujours, des grands studios à Bruxelles, notamment je pense à ICP, il y a le Jet, il y a eu le studio Molière dans le temps de Roland Kluger. C'est une patrie du son aussi chez nous. Oui, ça a toujours été... En plus, la qualité a toujours été très bonne parce que, en fait, c'est un petit pays, donc pour en vivre, il faut vraiment être très performant. Et je crois que c'est un peu ça qui a amené les étrangers en Belgique, je pense. Peut-être on va commencer par tordre le cou à quelques rumeurs. Le synthétiseur, mais ça date d'il y a extrêmement longtemps, puisque, on va pas en parler longuement, mais déjà à la fin du 19e siècle, on trouve trace de ce qui va devenir le synthétiseur. Dès qu'il y a eu l'électricité, les gens ont eu envie de faire des synthés. Oui, il y a des gens qui voulaient fabriquer des nouveaux sons avec un courant électrique, donc d'où l'idée de synthèse. Donc en fait, on part pas d'un son existant, on part vraiment d'un courant électrique qu'on transforme pour en faire un son audible. Vous avez choisi Oscar Sala, qui a fait la musique du film Les Oiseaux. C'est ce qui l'a rendu célèbre. Et qu'il a mis dedans déjà pas mal d'effets électroniques, dont les oiseaux qu'on entend. C'est ça. Il a fait tous les effets sonores, donc entre autres tous les effets d'oiseaux. C'est lui qui l'a fait avec son instrument qui s'appelle le trotonium, qu'il n'a pas inventé, mais qu'il a perfectionné et pour en faire le mixture trotonium. Je propose qu'on écoute ça sans plus attendre. Voilà. Les Beatles. Ben oui, qui vont être un des premiers groupes à utiliser ça aussi. Aussi parce que donc c'est de nouveau le Moog modulaire, c'est George Harrison qui en a acheté un, donc il était aux États-Unis, il en a vu un dans un studio, ça l'a vraiment intéressé, il en a acheté un. Ils l'ont utilisé donc dans le dernier album studio, donc Abbey Road, surtout justement dans un des titres de George Harrison qui est Here Comes the Sun.
quelque chose aussi, on l'a évoqué, qui est vraiment le bonhomme totalement incontournable et qui était devenu complètement légendaire, en tous les cas ses instruments le sont, c'est Monsieur Moog. Oui, tout à fait. Alors lui, il a inventé un tas de choses, dont notamment le célèbre Mini Moog, mais il n'a pas fait que ça. Mais il a été quelqu'un qui a été véritablement à la base de l'explosion de l'utilisation des synthétiseurs. Oui, c'est ça. Donc, il a eu l'idée, le premier, donc, de miniaturiser de nouveau, donc, le synthétiseur. Donc, et le premier qui est sorti, c'est le fameux Moog modulaire, donc, dont il y a un exemplaire derrière moi. Et c'est pour ça que les premiers hits qu'on a entendus au synthétiseur étaient plus rares parce que c'était fait au Moog modulaire, qui était en fait une machine aussi qui a beaucoup servi dans les publicités, les choses comme ça. Et il y a quelques utilisateurs qui ont eu l'idée vraiment d'en faire de la musique. Donc, mais ça restait vraiment assez rare, quoi. Le Mini Moog est venu après. Là, ça s'est vraiment démocratisé. Quand Moog met au point son instrument, il n'y a pas vraiment de clavier encore à ce moment-là. Si justement, il a eu l'idée aussi d'en mettre un tout de suite. Oui, voilà, d'en mettre un. Donc comme ça, je peux faire une petite démonstration. Oui, si allez-y, vous voulez. on est là pour ça. Donc je l'ai un derrière. Donc si on prend un son, je vais changer de micro aussi. Je dis ça pour la technique. Voilà. Alors, donc si on prend un son simple, ça donne ça. Donc ça, c'est un son sans trop d'harmonique. Ça veut dire que c'est encore un son assez flûté. Je peux changer de forme d'onde, donc je peux donner un peu plus harmonique. Ça, c'est beaucoup plus harmonique. Alors, si je veux enlever des harmoniques, je filtre. Donc à ce moment-là, j'ai un son plus doux. Et ce son est continu. Donc si je veux en faire des notes de musique, je déclenche, je coupe le son continu. Maintenant, c'est relié à un clavier. Donc je peux, quand je fais des notes, j'ai la note qui... Évidemment, ça reste un petit peu... disons que quand je tiens la note, ça tient. Mais je peux donner une enveloppe différente. Oui, c'est ça. Et on rappelle qu'on est en 1969 voilà. Quand cet instrument arrive. Là, je fais un son plus court. Donc voilà. En fait, tout part de là. Évidemment, il y a des modulations. Je pourrais montrer beaucoup plus. On va écouter ça tout de suite dans cette spéciale consacrée à l'histoire du synthétiseur. Vous allez nous faire une petite démo, l'explication du sequencer, qui est vraiment cette idée, ils ont eu incroyable, ils étaient ensemble, Gilmour et Waters, d'accélérer un truc qui allait extrêmement lentement, et puis ça va devenir ce morceau qui s'appelle On the Run. Alors vous nous avez préparé une petite explication auditive pour les auditeurs, et on va faire ça en direct. Oui, c'est ça. Et alors moi j'ai donc préparé, ici je suis toujours comme tout à l'heure, avec, je déclenche une note. Mais j'ai ici donc un séquenceur analogique. Ça veut dire que ça, par exemple, vous reconnaissez. Oui, ça fait un peu. Si je fais tourner, ça donne ça. Mais j'ai préparé autre chose. Ça, c'était donc Twist à Saint-Tropez de Telex, la séquence. Mais j'ai préparé une autre séquence que j'ai aussi faite à l'époque. Je dois changer juste ceci. En fait. Vous allez aussi reconnaître, je pense. Oui, c'est un disque que vous allez vendre à 17 millions d'exemplaires. Quelques exemplaires. Oui. 17 millions pour être clair. Voilà, donc il y a une séquence de 4 notes, plus ou moins comme ça. Et donc, en fait, chaque pied de batterie, parce que c'est un titre disco, devait déclencher ces 4 notes. Donc moi, je recevais la grosse caisse. Chaque fois qu'il y avait un coup de grosse caisse, ça me faisait 4 notes. D'accord. Et alors, il me suffisait de jouer la séquence au clavier. Et je vais donc le tenter en direct. Oui, allez-y. Donc, je lance le titre et je vais jouer la séquence. Allons-y. Alors, je vais remettre ceci. Voilà.
ce que j'aurais voulu, c'est peut-être pendant 5 secondes, Oui. juste faire tourner la séquence toute seule. Ah oui, Vous pouvez le bien faire sûr. sans la Oui, musique, Et parce que toujours là. quand on enlève la musique et qu'on écoute la séquence, on se dit que bah, ça aussi, ça a servi de base pour faire tourner Tangerine Dream, par exemple. Voilà. Et donc, énormément de gens, Dan ne va pas me contredire, ont bâti des carrières sur ce séquencer qui est là, qui arrive et qui va changer vraiment la manière de travailler, la manière d'enregistrer à partir de tout à fait. 1972, 73, je crois qu'on peut le dire. Oui. Alors on va revenir à ce vocoder. Alors on va faire une petite démonstration en direct. Je vais prendre moi aussi l'autre micro. Et je vous rappelle que vous pourrez voir toutes les images ce soir, à partir de ce soir et puis demain à votre aise sur le site de classique21.be. Alors ce serait pas mal si on pouvait monter la partie vocoder de ma voix derrière moi. Voilà. Donc je vais continuer à parler. Et alors ce qui serait pas mal peut-être, puisque là on est en direct et on l'a pas répété, on va monter encore, si on pouvait entendre la partie vocoder un peu plus fort par rapport à ma voix, ce serait bien pour nos auditeurs qui nous écoutent. Voilà, merci. Et puis on ne va plus entendre que la partie vocoder. Voilà. Je vais continuer à parler pour faire disparaître complètement ma voix. Et ici, tout doucement, on arrive, moi je m'entends encore un petit peu pour faire disparaître, voilà. Et on est clairement dans le vocoder. Et je me souviens de votre radio cité. L'idée, c'était inventé pour remplacer les standardistes, en fait, la Bell Téléphone. Ils disaient que payer quelqu'un tout le temps pour répondre au téléphone. Donc, ils ont inventé une machine ils ont commencé par analyser la voix. Et l'idée, c'était de remplacer la voix par une voix artificielle. Donc, c'est parti de là, en fait. Et ils ont abandonné le projet, évidemment. Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. Donc, il y a plein de gens dont Sennheiser, qui était un fabricant de micros, qui s'est dit, mais c'est une machine géniale, ça, on va en fabriquer une. Et il y en a eu très très peu d'ailleurs. Et ça a été utilisé, c'était les voix robotiques, Kraftwerk les premiers, nous, etc. Donc voilà. Oui, quand je parle comme ça fait un peu le petit robot, mais c'était le but. Mais je peux aussi... un peu monter un peu les aigus. Oui, mais je peux aussi donner une voix... Ça c'est intéressant aussi, ça. Oui. Maintenant, c'est des accords. Oui, c'est ça. Donc tu peux chanter... Je peux chanter n'importe quoi, voilà. C'est quand même ça qu'on entendra. Voilà. C'est ça qui est intéressant avec le vocoder. Bien, je pense que tout le monde a bien compris. C'est comme ça que vous avez fait, c'est formidable. Jingle, t'auras décidé, je vais reprendre tout à fait. L'autre micro. Et je fonds le vocoder, oui. Plus ou moins normal. Il y avait aussi moyen de bien s'amuser avec un harmonizer, mais ça on l'a pas préparé, ça sera peut-être pour une autre fois. Oui, oui.